Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue dans Grand Angle, votre grand rendez-vous d'analyse et de débat sur les grandes questions qui interpellent notre société. Ce soir, nous abordons un thème crucial pour l'avenir de notre pays, comment adapter la formation aux besoins du marché et de l'emploi. Un sujet qui soulève de nombreuses interrogations dans un contexte où le chômage des jeunes diplômés ne cesse de croître, alors même que plusieurs secteurs d'activité peinent à trouver une main-d'œuvre qualifiée. Entre contenu de formation parfois déconnecté de la réalité économique, insuffisance des filières techniques et faible collaboration entre universités et entreprises, le fossé semble se creuser entre le monde académique et le marché de l'emploi. Comment réduire cette inadéquation? Quelles réformes pour rendre nos universités plus productives, plus professionnalisantes et plus proches des besoins du secteur privé? Autant de questions que nous poserons ce soir à notre invité, M. Mohamed Kondeto Keïta, expert et spécialiste reconnu des questions d'éducation. Il sera sur ce plateau dans la deuxième partie de l'émission. Et puis, dans le focus de nos chroniqueurs, nous reviendrons sur un sujet d'actualité qui préoccupe de nombreux ménages à Conakry et à l'intérieur du pays. Il s'agit bien sûr des délestages électriques à Conakry surtout. Pourtant, sous le leadership du général Mamadi Doumbouya, de gros investissements ont été consentis par le gouvernement pour améliorer l'accès à l'électricité à travers tout le pays, notamment avec la mise en service des barrages hydroélectriques et la modernisation du réseau de distribution. Mais ces dernières semaines, plusieurs quartiers de la capitale, notamment dans la banlieue de Conakry, subissent de fortes perturbations. Alors, qu'est-ce qui explique ces délestages? S'agit-il des contraintes techniques temporaires ou d'un problème structurel plus profond? Nos chroniqueurs analyseront la situation et proposeront des pistes de solutions dans la première partie de cette émission. Ils sont déjà là sur ce plateau avec moi, nos chroniqueurs, chroniqueuses. Marie-Angélique Bangoura, bonsoir. Bonsoir David, bonsoir à nos chers téléspectateurs, bonsoir à la cité de Kamsar où le courant ne coupe presque pas. Ça contraste un peu avec ce qu'on vient de planter comme décor. En Conakry, c'est tout autre chose. Là, ça ne coupe pas. Okay. Voilà, c'est ça. Vous vous sentirez bien à Kamsar, Maria. Idrissa Sissé, bonsoir. Bonsoir David Djambouno, bonsoir aux millions de téléspectateurs qui nous pratiquent. Un bonsoir spécial à la population de la RD Congo. Oui. On le dit souvent, nous, êtres humains, il ne faut pas accepter de naître, vivre et mourir sans rien laisser pour l'humanité. Tel n'a pas été le cas de Dame Bonette Elombe. Elle est étudiante, elle est enseignante, très célèbre du côté de la RDC. Très malheureusement, elle est décédée par suite de maladie. Elle était enseignante dans une école, dans une des écoles primaires de la RD Congo. Elle est, en tout cas, sa mort n'est pas passée inaperçue, surtout sur la toile, par rapport à tout ce qu'elle fait comme activité, notamment sur les réseaux sociaux, façon dont elle accueille le plus souvent ses petits-enfants qui sont aujourd'hui venus orphelins. Donc, comme pour dire, nous autres qui restions, il ne faut jamais accepter de vivre sans rien laisser pour l'humanité. Est-ce que tu parles de cette dame qui donne de la vivacité? Exactement, avec des chants, avec des... Malheureusement, elle est décédée. Vous avez vu, elle est très célèbre sur les réseaux sociaux. Oui, très célèbre. Voilà, ça veut dire qu'il faut toujours marquer son passage sur cette terre à travers des traces, un délai. En tout cas, elle avait une façon très spéciale de transmettre son savoir aux enfants. Et puis, les enfants, ça les attirait, apprenaient facilement surtout. Reposez en paix, madame, nous vous portons dans nos mémoires. Mamadou Saliba, bonsoir. Bonsoir David et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Moussa Kouyaté, bonsoir. Oui, bonsoir David et bonsoir à ceux qui nous regardent à Kalenko. Kalenko, pourquoi? Vous avez dit, le courant, il y a des coupures par-ci, par-là, qu'on a créé ici. Chez nous, à Kalenko, pour le moment, et nous on a vraiment le courant. Ça fait rire. C'est depuis quand? C'est pas d'hier nuit. Ça c'est depuis quand? Pour votre information. Je pense qu'il doit dire merci à quelqu'un sur ce plateau. Parce qu'après, c'est grâce à cette personne Kalinko a le courant hier. Il faut dire on te le concède. C'est que la différence
nous, tant qu'il y a le soleil, il y a le courant. Donc, en ce qui concerne le barrage de... Donc, il veut dire que c'est un courant qu'on peut effrayer. Les autres, quand ils sont fâchés, on peut vraiment venir éteindre le moteur. Et quand le moteur est éteint, donc finalement, c'est l'obscurité. Donc, pour nous, quand même, votre source. Exactement. C'est la nature. Peut être fâché par un moment. Non, écoutez. Non, mais ils l'ont quand même. Avec le contexte actuel, en ce qui concerne le réchauffement climatique, nous, on a tenu vraiment compte de tout cela pour... Donc, l'autre option, pour avoir les Le but, c'est nous, Dingra, on a compris. Oh, que vous avez su faire dans cette république. Ils l'ont quand même. Alors, imaginez un goudron et l'électricité. On ne va plus respirer sous ce plateau. Honnêteté intellectuelle oblige. Moussa doit reconnaître les efforts du gouvernement de En même temps, et Kalinko dans Dingraï a le courant et chapeau. Voilà donc. Il faut saluer le général Mamadi Doumbouya. Il faut vraiment le saluer. Grâce à lui, merci beaucoup. Voilà donc pour le plateau de ce numéro de Grand Angle. Je rappelle que vous pouvez nous suivre sur l'application RTG officielle, sur notre page Facebook ou la chaîne YouTube Grand Angle ou encore sur www.rtgguinée.info en différé sur TikTok et Instagram Grand Angle. Pour nous joindre, vous pouvez nous écrire à notre adresse email grandanglertgcoloma@gmail.com. Envoyez-nous les messages au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran, le 627 53 09 99, 627 53 09 99. Mamadou Saliouba, tout au long de l'émission, va se charger de relayer vos messages. Nous allons les analyser et si vous avez des questions à poser à notre invité, ce sera dans la deuxième partie de l'émission et nous parlerons de l'inadéquation entre la formation dans les institutions d'enseignement supérieur en République de Guinée et les exigences ou les besoins du marché de l'emploi. Tout de suite, on attaque notre focus. Focus sur l'actualité. Les chroniqueurs du Grand Angle décryptent et analysent les dernières nouvelles nationales et internationales. De la politique à l'économie en passant par la santé, l'environnement et les faits de société, rien n'échappe à notre regard attentif. Avec une approche unique, Grand Angle vous offre une analyse à 360 degrés pour vous aider à mieux comprendre les enjeux et les événements qui façonnent l'actualité nationale et internationale. Les chroniqueurs du Grand Angle vous donnent les clés pour décrypter les faits et gestes qui rythment. De retour donc sur ce plateau compte de notre focus. Le focus, c'est bien ces délaissages qui persistent de plus en plus dans la banlieue de Conakry. On l'a dit dans l'intro. Pourtant, le gouvernement, sous le leadership du général Mamadi Doumbouya, a mis beaucoup de moyens pour permettre à la population d'avoir le courant régulièrement. Mais Idrissa Sissé Folodi, le constat révèle ces dernières semaines qu'il y a des délaissages, pas des coupures de longue durée, mais ça se coupe, ça revient, ça se coupe, et derrière, il n'y a aucune communication pour qu'on comprenne le pourquoi. Justement, comme si vous avez lu ce qui était dans ma tête, l'endroit où ça coince beaucoup plus, à son niveau, nous, consommateurs, on n'est pas plus souvent informés de ce qui se passe. Tout ce qu'on sait, c'est peut-être quand nous autres, en notre qualité de personnes chargées d'informer, c'est quand nous menons peut-être nos enquêtes qu'on se rend compte après ce qui se passe, mais le consommateur, le client ordinaire, on voit juste ces lampes éteintes se réallumer, le courant qui fait des va-et-vient comme si c'était les clignotants d'un véhicule. Et des fois, ça a des conséquences. Oui, ça a des conséquences néfastes par endroit. En tout cas, selon ce qu'on a pu avoir comme information, en tout cas, le plus souvent, quand il y a coupure, c'est au niveau, vous savez, EDG est en train d'expérimenter une nouvelle ligne dans certains quartiers, dans certaines zones. Quand le plus souvent, c'est sur ces nouvelles lignes qu'il y a des coupures. Tu verras par exemple un quartier ou un secteur où il y a cette nouvelle ligne, il y a des coupures répétées là-bas, alors que sur l'ancienne ligne qui n'a pas le plus souvent une bonne tension, le courant est plus ou moins stable là-bas. Donc après qu'on nous dise qu'est-ce qui ne va pas, on a cherché à avoir des informations. Récemment, on a suivi en tout cas le reportage d'un de nos reporters qui est basé au niveau de ce ministère. Oui, en tout cas, les techniciens dans ce reportage disaient qu'il n'y a pas de problème au niveau des barrages, il y a de l'eau suffisamment, qu'on nous dise exactement
qu'est-ce qui ne va pas pour qu'on puisse corriger? Parce que s'il y a un secteur dans lequel le gouvernement a injecté beaucoup d'argent, en tout cas ces dernières années, depuis le 5 septembre 2021. Le secteur de l'énergie. Oui, c'est bien le secteur de l'énergie. Salou, est-ce qu'il faut voir Marie-Angélique, est-ce qu'il faut voir derrière ça une certaine incompétence des agents de EDG ou bien il y a insuffisance de communication? Les deux à la fois, parce que bon. s'il y a délestage, automatiquement, il faut pointer du doigt EDG. Oui. Parce qu'aujourd'hui, la production, elle est là. Il n'y a pas de Vous souffrance l'avez à ce dit, niveau, non, oui. Il y a eu énormément d'investissements dans le secteur de l'énergie ces 10 dernières années. Je ne pense pas si il y a eu un pays qui a investi dans ce secteur plus que la Guinée. On a construit 2 grands barrages, bientôt le 3e à Maria, à l'espace de 10 ans. Kaleta, Swapiti. Et la production est là. On ne nous parlera pas actuellement de l'étiage. On est loin de là. Donc, la production est là. Le problème, c'est la distribution. Le transport, la distribution à ce niveau. Et ça incombe carrément EDG. Aujourd'hui, quand vous voyez les lignes de transport dans les quartiers, vous voyez que ce sont des installations carrément vétustes. Parce que le dimanche nuit, quand la pluie a menacé, le courant est parti. Et par endroits... Et la pluie de ces derniers jours-là, il y a beaucoup de vent derrière. Oui, il y a beaucoup de vent. Surtout le dimanche nuit, ce jour-là, la plupart des quartiers de Conakry ont été affectés par le délestage. Et par endroits, le courant est revenu après la pluie. Dans d'autres quartiers, le courant n'est pas revenu parce que certainement le vent a emporté certaines fils. On ne sait pas. Alors là, donc c'est un problème de le vent est fort. Coupez notre câble là. Le vent est fort. Ça peut être le cas. Il y a de ces fils-là, quand vous voyez le branchement, même c'est trop léger. Vous n'êtes pas professionnel, mais vous savez que ce n'est pas un travail c'est pas tenable. Et là, c'est le travail de EDG. Normalement, quand la production est là, EDG aussi doit prendre le soin de sillonner les quartiers, voir partout où les fils ne sont pas bons, les remplacer, parce que ça peut créer des dégâts. À ce niveau, donc, on peut pointer du doigt EDG. Donc, on disait que la production est là. Le bateau aussi est là. Donc, la production, elle est vraiment là. Donc, EDG... Il y en a suffisamment de la production. Et ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Non, à ce niveau, on peut dire que les efforts... On peut dire, alhamdoulilah, Donc, à EDG maintenant de faire le reste. Et aux citoyens aussi d'arrêter d'acheter les fils de moindre qualité et puis juste pour... Oui, ce qui pousse les gens, ils ne doivent pas le faire. Hein. Mais ce qui pousse les gens à le faire, c'est que lorsque vous êtes dans l'obscurité pendant 1 jour, 2 jours, vous appelez les agents de EDG, ils n'arrivent pas, vous êtes obligé vous-même de sortir, aller chercher peut-être quelqu'un de fortune. Je rappelle, ils ne doivent pas le faire, mais les gens veulent avoir le courant tout simplement. Un électricien du quartier, celui-là, c'est un autre cas. Il y a des risques, bien sûr. Il y a des risques énormes. Donc, il va falloir que EDG vraiment se professionnalise davantage. Mais dans les quartiers, il y a énormément de gens qui travaillent au nom de EDG alors qu'ils n'ont même pas un contrat de EDG. Ils n'ont même pas. Il y en a qui ne sont même pas liés, quoi. Ils ne sont pas liés à EDG, mais ici, on dans le quartier, dépanner les gens, par-ci, par-là. Donc tout ça là doit cesser. Donc EDG aujourd'hui doit faire un bond en avant pour vraiment pouvoir distribuer, pour rentabiliser les investissements faits par le gouvernement. Et distribuer de façon équitable aujourd'hui le courant qui est vraiment produit aujourd'hui de façon suffisante. De façon suffisante. Moussa, on a noté aussi le déficit de communication à ce niveau. Quand des situations comme ça arrivent, la moindre des choses, c'est de faire un communiqué et de dire aux gens, nous avons ce problème, nous avons ci, nous avons ça, et donc excusez-nous, dans tel nombre de jours, vous aurez le courant, mais la communication n'est pas là aussi. Oui, même si ces derniers temps, EDG avait commencé à changer un peu la donne, communiquer un peu, mais ces derniers jours quand même, il y a eu vraiment assez de coupures dans plusieurs quartiers, pas dans tous les quartiers quand même de Conakry, mais plusieurs quartiers ont été affectés à cela, surtout le vent et disons la foudre du week-end dernier, surtout dans la zone... Ça crée des dégâts. Ça crée vraiment assez de dégâts dans la zone de Sonfona. Mais moi, ce qui m'inquiète dans... Foudre. Oui, oui, ça crée des dégâts par endroit. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est, comme on le dit souvent, va-et-vient du courant dans le foyer. Dans les ménages, Est-ce que ça ne va pas créer une sorte, je ne souhaite pas, mais parce qu'on a vraiment... Des courts-circuits, vous voulez dire? Exactement, on a des mauvais souvenirs quand même par-ci, par-là. À un moment, c'est des va-et-vient du courant qui provoquent l'incendie par-ci, par-là. En tout cas, il faudrait que EDG se professionnalise davantage, comme vous l'avez dit, et qu'il
qu'il y a vraiment une communication autour de ça, qu'on sache que oui, dans telle zone, à partir de tel jour jusqu'à tel jour, il y a vraiment de coupes. S'il faut qu'il coupe directement pour que... voilà, ça dit que le courant s'en aille pour 1 heure, 2 heures de temps, mais qu'après, que ça revienne de façon constante. On travaille là-dessus pour reprendre l'approvisionnement. Sinon, pour le moment, on ne parle vraiment pas de laitière parce que c'est encore la saison. Non, on est loin de là, on est loin de là. L'État a mis assez de moyens pour ça. Et de l'autre côté également, il y a tellement de branchements clandestins. Non seulement il y a des... Idriss l'a rappelé, il y a l'ancienne ligne et puis il y a les nouvelles lignes également qui sont installées. Donc on ne sait pas est-ce que... Quelle est la vraie ligne? Quelle est la vraie ligne, quoi? Est-ce que c'est au niveau de ces anciennes lignes que les coupures sont beaucoup plus récurrentes? Est-ce que c'est au niveau de la nouvelle ligne? Il faudrait que EDG qui est vraiment en charge de régulariser tout cela nous donne assez de communication autour. Assez de communication. Marie-Angélique, il y a le courant à Kamsar, mais à Conakry, il y a des messages quand même. Comme ça, c'est pas Conakry. Pendant que EDG vous écoute, j'imagine qu'ils ont un petit hic, mais peut-être avec... Oui, mais ce hic-là, c'est la communication qui peut l'élever, oui. Donc, on ne fait que dire ce qu'on constate. Oui. Alors, d'abord, quand il y a des lestages de courant, je pense que beaucoup de femmes souffrent, surtout celles qui vont au bureau. Parce qu'on achète les condiments de la semaine qu'on pack dans le congélateur pour pouvoir les garder, parce qu'on n'a pas toujours le temps. Le soir, il faut trouver le temps. On fait le pas petit forcément déjeuner, tout ça. les gens travaillent. Non, mais sérieux. Marie-Angélique continue. Marie-Angélique continue. Mon cher. Je n'ai pas de débat de travail. Ah, mais je sais très bien ce qui se passe chez toi. Ah, d'accord. Oui, allons-y. Et donc, en fait, affaire de délestage, c'est vraiment un sujet très préoccupant. Oui. Non seulement pour nous, les femmes dans les ménages, mais aussi dans les quartiers. Quand on dit double branchement, c'est vraiment une surcharge terrible, tu vois. Et donc, non seulement je pense qu'il faut une campagne de changement de fil ou de charge, parce que en fait, les fils qu'on utilise ou que les assistants du quartier pour arranger le courant utilisent, ils ne mesurent même pas la capacité du courant, ils l'utilisent comme ça, juste pour arranger, mais après, c'est ce qui crée le désordre. Si tu vois un poteau avec 1000 fils, tu t'arrêtes, mais je te jure, tu te dis, mais attends. Il faut éviter de t'arrêter souvent en bas pour regarder en haut. Non, même en passant, je te dis, David, c'est vraiment inquiétant. Donc, je pense que EDG doit revenir vers la source. D'accord, peut-être qu'il y a un souci que nous, on n'a pas encore décelé. C'est vrai que bientôt, c'est la fin de la saison. Mais EDG doit comprendre qu'elle travaille pour nous, nous les consommateurs. Je suis d'accord. Et donc, quand elle a un souci, c'est de venir dire aux gens, voilà le souci qu'on a. Exactement, je pense que la prochaine fois, on ne les en veut pas ils vont nous forcément, parler de mais ce quand ils ne souci. communiquent pas, on se dit qu'ils font exprès. En effet. Oui. Donc, je pense qu'il faut d'abord communiquer. Je pense qu'il y a beaucoup de départements qui ne communiquent pas. Ça fait qu'on jazz, on dit ce qu'on pense et après, ça devient un poids sur eux. Parce qu'après, ils ont peur de la sanction. Mais maintenant, on va les charger. Quand la sanction va tomber, je pense qu'ils vont changer de stratégie. Donc, il faut communiquer, même s'il y a un souci, il n'y a pas de souci dans les départements, mais il faut communiquer pour faire comprendre aux usagers que voilà, il y a ceci, cela, et puis il y aura des situations à régler. Et quelles sont les dispositions déjà prises, tout ça? Oui, les dispositions déjà prises pour rassurer un peu. Mais en fait, moi, je viens de déménager dans un nouveau quartier, mais c'était sérieux, quoi. C'est-à-dire 2 jours... Tu as regretté? Tu as regretté ton départ. Départ regretté. Mais je te dis, hein, après, voilà, il y a cette sensation de regret, mais après, tu vois, le courant, c'est comme la vie, quoi, la lumière. Tout ça. Mais je te jure, 2 jours, j'ai dit, mais attends, mais pourquoi on est même venu ici? C'est la merde, ça. Donc, je pense qu'il faut prendre les dispositions, que si ça arrive, qu'on puisse quand même communiquer et nous mettre au courant de ce qui se passe. Je suis sûr qu'il y a un petit hic quelque part, et on n'arrive pas à déceler. Je sais que... Ils n'arrivent pas à déceler? Non. Ils ne sont pas compétents. C'est leur domaine. Hein. Non, ils doivent déceler. Même si c'est leur domaine, peut-être il y a quelque part encore qui n'a même pas marché. Est-ce qu'ils sont même partis vers la source? Et donc, s'ils n'ont pas décelé ce problème, ils ne peuvent pas nous communiquer. Il y a ça aussi. Non, sérieux, hein? Je suis sûr qu'il y a ces 2 aspects. Soit ils sont au courant, mais sûrement... Marie, la communication, pas forcément pour nous dire qu'il y a ça. C'est pour nous dire que ces derniers jours-là, nous avons des difficultés parce que ça s'arrête là-bas. Donc, EDG, voilà. Pas la pièce, mais tu nous dis qu'il y a une part. Mais comment résoudre cette panne? Quand tu sais que tu as un problème,
Oui. Tu l'annonces et puis après peut-être les gens vont te voilà. Ceux qui n'ont pas la solution, qui nous informent. Oui. En plus, on est préparé. En plus, on va dire, est-ce que dans les barrages, il y a encore... Voilà. Ah oui, non. C'est trop d'eau. Il y a une façon de contenir cette eau. Il y a de l'eau, il y a suffisamment d'eau au barrage. Est-ce qu'il y a la réaction des téléspectateurs? On dirait que les téléphones de nos téléspectateurs ne sont pas chargés. Ok. Parce qu'il n'y a pas de ils sont en train de charger. Ils ne peuvent pas nous envoyer des messages. Ils ne peuvent pas. Mais si, Non, David. l'autre question, est-ce qu'ils nous suivent même au quartier? S'ils ont le courant pour nous suivre? Là, c'est Non, l'autre. lorsque j'ai quitté aujourd'hui dans mon quartier avec le courant. Mais en fait, l'autre point, si ça devient encore récurrent, il faut quand même appeler EDG ici pour qu'ils s'expliquent, parce qu'on les aide à communiquer. Encore faut-il qu'ils acceptent de venir. Mais il faut reconnaître quand même qu'il y a eu beaucoup d'efforts dans le secteur de l'énergie. Le gouvernement a fait une priorité. Le Premier ministre, on le voit partout, il est allé à EDG. Récemment, lui-même, il est allé sur les barrages. Le ministre, on l'a vu sur le terrain, il y a énormément d'efforts. Donc, la volonté ne manque pas. Non, c'est un problème technique, franchement. Il faut qu'on... Il doit communiquer là-dessus. S'il ne communique pas, problème technique sur lequel il doit communiquer. Non, parce qu'il y a vraiment de l'eau dans les barrages. Problème technique, problème de... C'est pas des explications. Non, mais s'il n'y a pas de courant, c'est un problème technique quand même, non? Il ne peut pas se dédouaner quand même. Voilà donc ce qu'on pouvait dire par rapport à ces délestages devenus récurrents ces derniers jours dans la capitale Conakry. On l'a dit, pourtant l'État a mis assez de moyens dans le secteur de l'énergie afin de permettre à la population d'avoir suffisamment de courant. Dans un instant, on va parler de l'inadéquation de la formation dans nos institutions d'enseignement supérieur par rapport bien sûr aux exigences des marchés du marché de l'emploi. On en parle avec notre invité Mohamed Kondeto Oketa, expert et spécialiste reconnu sur les questions d'éducation. On en parle juste après la pub. Pour vos habits de fête et autres cérémonies, plus de difficultés pour le choix de votre boutique. Il existe désormais une boutique de référence à Conakry. Pour vos costumes, chemises, ceintures et chaussures de marque italienne et turque, rendez-vous à la boutique Chérif Aïdara. À la boutique Chérif Aïdara, vous trouverez également des cravates, des nœuds papillons, des foulards de cou, des pochettes, des sandales en cuir, des tapettes et des ensembles d'âmes à prix défiant toute concurrence. La boutique Chérif Aïdara, c'est à Kaloum, quartier Monképa, 5e avenue derrière la DPJ. Pour tout contact, appelez au 626 81 73 43 662 57 11 70. À Chérif Aïdara, le pari des sapeurs est gagné. Face à l'invité. La vérité sans détour. Nos chroniqueurs poussent les portes de l'actualité et interrogent un acteur clé de la vie nationale. Sans tabou ni langue de bois, il répond à toutes les questions, offrant ainsi un éclairage unique sur les grandes préoccupations du moment. Grand Angle, votre tribune de libre expression, vous permet de mieux comprendre les enjeux de société, les défis politiques et les mutations économiques qui façonnent notre pays. Dans le strict respect des lois de la République et de la déontologie journalistique, de retour donc sur ce plateau avec notre invité pour parler de cette thématique, comment adapter la formation aux besoins du marché de l'emploi, un sujet qui soulève de nombreuses interrogations dans un contexte où le chômage des jeunes diplômés ne cesse de croître, alors même que plusieurs secteurs d'activité peinent à trouver une main-d'œuvre qualifiée. Pour parler donc de cette thématique, nous avons invité M. Mohamed Kondeto Oketa, il est expert et spécialiste reconnu des questions d'éducation. M. Oketa, bonsoir et bienvenue. Bonsoir à tous, bonsoir à celles et ceux qui nous regardent. Oui. Et merci de me recevoir cet après-midi pour aborder cette question extrêmement importante qui engage l'avenir de toute une nation. Oui, ça engage l'avenir de notre pays. Depuis combien de temps vous avez commencé à constater qu'il y a une certaine inadéquation entre ce qu'on enseigne
et ce qui est demandé sur le marché de l'emploi? Bon, je pense que cette question, elle ne date pas d'aujourd'hui, surtout quand on parle de la Guinée, parce que le taux de chômage a été toujours extrêmement important dans ce pays. Nonobstant les efforts des part et d'autres du gouvernement, des entreprises sur place, je pense qu'il y a tout un tas de mesures à prendre pour réduire cet écart entre les besoins d'emploi des entreprises et les besoins, les formations qui sont délivrées au sein de nos instituts de formation. Donc la question de savoir depuis quand il y a cette inadéquation, cette inadaptation, je dirais depuis les temps coloniaux. Et la population va en grandissant, le chômage va s'accroître d'année en année. Il est plus qu'urgent de résoudre cette problématique d'inadéquation. Ok. Alors, à votre avis, depuis longtemps ça persiste. Quelles sont les vraies raisons qui expliquent cette situation? Je pense qu'on peut aborder plusieurs raisons. Voilà, on peut citer plusieurs raisons qui font qu'aujourd'hui, nos jeunes qui sortent des différents instituts de formation, des différentes universités, ne trouvent pas d'entrée de jeu, d'emploi, en tout cas de manière directe. Ça ne peut pas se poser en principe. Je pense que la première question à se poser, il faut que moi j'ai étudié ici en Guinée, à Kindia, jusqu'en terminale. Après la terminale, je suis rapidement passé par le Maroc, puis en France. Donc j'ai cette possibilité, ce regard lointain de comparer ce qui se passe dans d'autres pays par rapport aux nôtres. Les instituts de formation, les universités, dans leur grande majorité, ne travaillent pas des pairs avec les entreprises qui ont des besoins colossaux de recrutement. Voilà, ce n'est pas normal, par exemple, qu'un étudiant commence une licence et que durant ces 3 années de licence, à aucun moment, non seulement qu'il ne soit pas sur le terrain, mais aussi qu'une entreprise ou plusieurs entreprises ne viennent pas dans son université ou dans son institut pour expliquer ce que l'entreprise fait, quels sont les besoins en termes d'emploi dans cette entreprise, qu'est-ce que l'entreprise de manière intrinsèque recherche, pour que l'université adapte quelque part la formation aux besoins de recrutement de l'entreprise et que, in fine, l'étudiant en sortant soit armé en termes de bagages intellectuels pour être directement employable. Donc il y a ce besoin premier d'absence des travails collaboratifs directs entre les entreprises présentes et les universités, de main à main. Alors, M. Keita, la courbe est tellement déformée par rapport à cette incompatibilité qu'on a tendance à se demander, est-ce que ça sera possible de redresser? Si oui, quelle est la première stratégie qu'il faut mettre en place? Alors, je pense que ça, c'est largement faisable. C'est un défi majeur, mais ce défi concerne la jeunesse. Et lorsqu'on s'y attelle, pouvoir public, entreprises présentes et instituts de formation, c'est quelque chose de complètement résolvable. Voilà, on peut trouver des solutions. Voilà, il y a des solutions palliatives qui peuvent être rapidement identifiées. Je vous disais tantôt, j'ai fait mes études en France, il y a un système qui s'appelle apprentissage ou alternance. C'est un système qui à date n'existe pas en Guinée. Je pense qu'en appuyant sur l'accélérateur et en allant dans ce sens, cela permettrait quelque part de résorber le chômage ou l'inadéquation entre les formations qui sont délivrées et les besoins d'emploi au niveau des entreprises ou de l'administration publique par ailleurs. Un exemple, moi par exemple, dès que je suis rentré en grande école, mes 3 dernières années du programme grande école, je les ai faites en apprentissage. Ce qui faisait que lorsque je sortais de l'école, j'avais déjà 36 mois, 3 ans d'expérience professionnelle qui me rendaient complètement employable et qui dessinaient quelque part mon chemin en entreprise. Oui, justement, par rapport à est-ce que c'est tout beau d'avoir tout ce projet dans un sac, mais est-ce que vous avez cherché à aller peut-être vers les personnes qui peuvent vous aider à exécuter ce plan? Est-ce que vous êtes en synergie? Est-ce que vous êtes seul? Je ne dirais pas ce combat, mais cette action, comment vous comptez mener? Alors, je ne suis pas seul, heureusement. Voilà. Heureusement, je ne suis pas seul. Je pense que les pouvoirs publics y pensent. Tout récemment, et je voudrais mettre cela en lumière. Ce qui t'a à l'heure de penser, y penser, c'est pas nous. Il faut passer à l'action. C'est ce que je voulais dire justement. Il faut passer à l'action maintenant. Poussons le bouchon, allons plus loin. Je pense même qu'ils s'activent et ils font. Ils sont dans l'action. Je veux mettre quelque chose en lumière ici parce que je suis issu de ces programmes-là. Tout récemment, il y a eu la classe préparatoire aux grandes écoles des Dalaba qui a été créée. Il faut avouer que c'est un succès. Voir qu'il y a des jeunes de mon pays, une 50aine, qui, comme le disait le ministre Alpha Bakar Barry, qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève, voilà,
loin du déterminisme social, que les parents soient riches ou pauvres, peuvent demain aller en France faire des grandes écoles d'ingénieurs. C'est l'emploi de facto, leur employabilité, et surtout cela joue de facto sur le niveau de développement plus tard de la Guinée. Voilà, il faut pousser dans ce sens, et nous on vient en complément de cette politique publique d'ouverture, d'internationalisation et de la recherche de l'excellence, en créant à côté de l'orientation des élèves dans les grandes écoles d'ingénieurs, en créant ici en Guinée une grande école de management qui s'appelle Africa Business School, pour que demain, beaucoup de Guinéens puissent faire des programmes grande école en management et accroître par ce biais-là leur employabilité au niveau des entreprises, qu'elles soient ici en Guinée ou à l'international. Oui, Marie-Angélique. En fait, en termes d'employabilité, il faut lier ce qui se passe, en fait, le marché de l'emploi avec les matières. Depuis, vous l'avez dit, depuis les temps coloniaux, on est dans ce souci et on a des matières qui ne nous servent presque même plus. Est-ce que vous avez essayé de réaménager, s'il faut enlever certaines matières et envoyer d'autres matières plus vivantes, plus utilisables? C'est pas à lui de faire ça, peut-être qu'il peut faire des propositions. C'est ça. Alors, est-ce que ça c'est en tout cas, à mon niveau, perspectives? je suis directeur général d'une école de commerce qui va ouvrir ses portes à Kipé. Voilà, à notre niveau, nous allons faire cela complètement. On va aller vers les entreprises, je vais essayer, je vais faire, même pas essayer, je vais faire. Non, mais il a raison complètement. Je suis pas on est dans l'action, je préfère. Voilà, on va se rapprocher des entreprises pour identifier ce dont ils ont besoin, ce dont elles ont besoin, et sur la base de leurs besoins, définir des formations adéquates pour accroître par ce biais-là le taux d'employabilité des étudiants qui sont des futurs diplômés. Je vous donne un exemple. Lorsque j'étais en école, à l'école, il y avait les jeudis qu'on appelait les jeudis de l'entreprise. Systématiquement, tous les jeudis après-midi, il y avait 2-3 entreprises au sein de l'école avec un staff assez fourni qui recevait les étudiants, qui leur expliquait les métiers qui étaient au sein de leur entreprise, qui expliquait ce qu'il fallait faire comme option ou comme choix au sein de l'école pour plus tard travailler dans leur entreprise. C'est bien, hein. Ça, c'est un vrai pain béni. C'est ce qu'on va dupliquer. C'est ce qu'on va dupliquer ici en Guinée. Voilà, concrètement, si demain, il y a une entreprise comme Rio Tinto qui vient au sein de l'école et dit et explique à l'étudiant en question, Simandou par exemple, avec le programme Simandou 2040, qui explique à l'étudiant, nous ce qu'on souhaite, c'est avoir des managers dans tel domaine précis. L'étudiant, quelles que soient ses ambitions ou ses rêves ou ce qu'il souhaitait faire au préalable, il peut réadapter tout de suite, changer de fusil d'épaule pour que demain il soit à même d'être employable. Et puis il y a une communication qui s'engage main dans la main avec l'employeur futur pour que demain qu'il n'y ait pas de problématiques à ce niveau-là. Et dans ce sens, il faut que les entreprises aussi se bougent un peu. Il ne faut pas qu'ils attendent à la fin. Il ne faut pas qu'ils attendent aussi à la fin pour ouvrir. C'est vrai, parce que c'est déplorable parfois. Sincèrement. Moussa, ça arrivait d'abord à nous de faire imprimer par ces différentes entreprises. D'accord, mais je te dis que... Oui, il faut reconnaître ces derniers temps, le département de l'enseignement supérieur a fait quand même beaucoup d'efforts dans ce sens. Il a réuni des partenariats avec plusieurs entreprises sur place, il favorise d'autres choses. Alors, est-ce que, de l'autre côté, il ne faudrait pas favoriser la formation professionnelle? Parce qu'on ne peut pas vraiment envoyer tout le monde au niveau des universités pour faire des formations par-ci, par-ça. Et il faut vraiment favoriser, selon vous, la formation professionnelle. Complètement. Il faut accentuer là-dessus. Dans une entreprise, tout le monde... la volonté d'y on ne peut pas... Ça dépend ce qu'il y a devant toi. Non, alors, j'en viens parce que le secteur tertiaire, tout le monde ne peut pas être dans des entreprises, des services, dans un bureau. C'est pas possible. Et surtout, lorsqu'on pousse l'analyse plus loin, c'est pas ce qui va développer un pays. On a besoin des maçons, on a besoin d'artisans qualifiés, on a besoin des peintres, on a besoin de menuisiers. Et moi, je constate aujourd'hui, je ne vis pas ici, je suis un hybride entre Paris et Conakry. Et lorsque je vois que sur la plupart de nos chantiers, je ne suis pas nationaliste, je n'ai rien contre les étrangers, au contraire, j'ai été un étranger ailleurs. Mais lorsque je vois des Turcs ou d'autres nationalités qui sont maintenant présents dans la construction des bâtiments, je me dis qu'on passe à côté de la plaque. Voilà, il y a quelque chose qui se passe qu'il faudrait peut-être rattraper rapidement pour ne pas qu'on lâche prise sur cette question importante. La Guinée, c'est un pays en construction. Que d'autres personnes qualifiées viennent construire le pays à notre place, ça c'est une vraie problématique. Si on s'intéressait à cette question en disant, par le
biais de la formation professionnelle, il nous faut des maçons qualifiés, il nous faut des ouvriers qualifiés, il nous faut des peintres, des architectes, des ingénieurs qualifiés. Tout cela déjà mis de bout à bout résorberait grosso modo une partie importante du taux de chômage qui est dans le pays. Oui. Au-delà de ça. Oui, allez-y. Au-delà de ça, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement important qu'on oublie. Lorsqu'on prend des pays, la plupart des pays développés, le chômage est résorbé quelque part par l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui... Le jeune Guinéen, ce n'est pas une critique que j'émets là, est attentiste. Non, est attentiste. Il se dit, il faut qu'on m'offre un emploi. Voilà, tant qu'on ne m'embauche pas, tant qu'on ne m'offre pas un emploi, je crois que ça commence à changer. Mais c'est ce que je voulais dire, ça commence à changer. En effet. Si on veut résorber le taux d'emploi, il n'y a pas meilleur employeur que soi-même. Voilà. À partir du moment où on crée son entreprise, où il y a plusieurs jeunes qui sont animés de cette volonté forte de créer leur propre entreprise, par le biais de la création de l'entreprise, ils créent un emploi pour eux-mêmes et puis ils créent un emploi derrière pour des milliers et des milliers de jeunes. Et c'est en cela aussi qu'on résorberait le taux de chômage. Que l'environnement sociopolitique soit favorable. C'est pas facile d'entreprendre. Ça aussi, oui. Vous avez raison, les pouvoirs publics doivent pousser. Oui. Ils doivent pousser par l'accès aux différents prêts bancaires. bancaires. Les choses ont changé depuis le 5 septembre, mais dans un passé récent, c'était un peu compliqué. Non, mais il y a des fermetures, des bouchons par-ci, par-là. Il y a des belles choses qui ont été mises en place depuis l'avènement du CNRD, on ne va pas se le cacher. Ils ouvrent et c'est ce qui fait que nous tous ici présents, moi personnellement, je reviens en Guinée et j'ai ce courage de me dire, il y a des belles choses qui se passent dans mon pays, je reviens y contribuer et puis on ouvre la main. Et ça, c'est il ne s'agit pas de venir voir simplement, il s'agit de venir exactement et participer. Sans attendre les pouvoirs publics. Oui, salut. Monsieur Keita, la formation, l'enseignement supérieur, c'est tout un système. Mais dans ce système, il y a sous le noyau les formateurs. C'est la pièce maîtresse même. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nos formateurs sont vraiment ils ont les aptitudes pour former, comme on appelle, adopter cette formation qui est liée automatiquement à l'emploi? Est-ce qu'on a cette approche, cette pédagogie pour lier directement la formation au monde professionnel? Alors, je pense, la problématique vient du fait que, au niveau de nos différentes universités et instituts de formation, la plupart des enseignants, et là encore ce n'est pas une critique, sont issus que du monde de l'éducation, de l'enseignement pur et dur. Voilà, ça voudrait dire l'enseignant est sorti de l'université depuis 1000 ans, et depuis 1000 ans, j'exagère un peu, il ne fait qu'enseigner. Voilà. Une façon de résorber aussi le taux de chômage et puis de mettre en adéquation l'emploi et la formation, c'est le fait de faire intervenir des professionnels du métier au niveau de l'enseignement. Moi, je travaille dans la banque, par exemple, en France depuis 2016. J'enseigne. Et lorsque je viens parler aux étudiants, je leur parle terrain, je leur parle pratique, je leur parle ce que je vis au quotidien. Et surtout, je suis à même de leur expliquer ce qu'il faut faire au mieux pour être demain à ma place. Et ça réussit. Voilà. Il y a cette problématique qui doit être absolument résolue si on veut que demain, le jeune Guinéen, en sortant de sa formation, puisse savoir où est-ce qu'il doit aller, vers quelle formation s'orienter pour tout de suite trouver un emploi en sortant de sa formation. Et je ne dis pas de mettre de côté complètement les professeurs qui ont un background purement éducatif, mais il faut faire le mixage. Il faut un mixage de la théorie, voilà, des professionnels du métier qu'on accompagne par les professionnels purs et durs de l'éducation pour qu'on réussisse derrière. Monsieur Keita, on va juste limiter la parenthèse. Vous parlez de votre cas, vous avez eu la chance, de jumeler les deux, c'est-à-dire le concret quand vous parlez aux encadreurs, mais sauf que chez nous, beaucoup n'ont pas peut-être eu cette chance. Par rapport à l'école que vous voulez mettre en place, quelle va être votre stratégie pour que nous ayons beaucoup de M. Keita qui vont faire comme vous dans cette école? Alors, quelle va être ma stratégie? L'école, elle est déjà ouverte, elle est équipée. C'est African Business School qu'on a créé, et qu'on ouvre là. Et il y a le démarrage des cours le 10 novembre, si Dieu le veut bien. Et dans cette école, ce que nous essayons de faire, c'est dupliquer exactement ce que j'ai connu, ce par quoi je suis passé, pour que demain... Mais est-ce que vous avez le profil et les enseignantes
tel que vous les décrivez. Justement, c'est ça la bonne question. Exactement, oui. J'en viens. Depuis maintenant 7 mois, je travaille main dans la main avec beaucoup de professionnels dans le domaine. Moi, j'ai été directeur des secteurs de la banque à plusieurs niveaux des managements. J'approchais beaucoup, et on lance un bachelor banque assurance par exemple, pour vous donner un exemple. J'approchais beaucoup de spécialistes, et ils sont nombreux en Guinée dans ce domaine, pour qu'ils viennent transmettre leur savoir au-delà de la théorie pratique à nos étudiants et qu'ils leur apprennent ce à quoi ils doivent s'attendre une fois embauchés, une fois dans l'entreprise. Voilà, on travaille dessus. Le programme, c'est ce que je vous disais, il est conçu de manière à ce qu'il y ait moitié des professionnels de l'éducation pure et dure et moitié des techniciens, des vrais professionnels des terrains. Et c'est ce qu'on va faire. Vous me disiez comment est-ce que je vais faire pour que des milliers de jeunes demain se retrouvent à ma place. Il y a aussi des espèces de parcours hybrides qui sont créés, même si bon, les autorités consulaires ont le mot final quant à l'accord du visa. Ce que nous faisons lorsque vous êtes chez nous, on est quasiment partenaire avec les 42 grandes écoles de management en France et d'autres écoles aux États-Unis et en Angleterre. Sur la base de vos résultats et du mérite scolaire, une admission vous est obtenue dans ces écoles-là pour que vous puissiez continuer et que vous puissiez accroître votre niveau intellectuel. Ok. M. Keita, depuis le 5 septembre, on a vu quand même le général Mamadi Doumbouya qui est passé de la bourse aux étudiants qui vont carrément dans les universités à des bourses à ceux qui vont dans les écoles professionnelles. Cette volonté montre qu'on veut aller un peu vers la formation professionnelle. Mais le constat sur le terrain révèle aujourd'hui que la jeunesse guinéenne, beaucoup rêvent d'aller dans les institutions, notamment le supérieur, à l'université. Il faut sortir de l'université. Est-ce que vous qui avez suivi ce parcours-là, vous avez peut-être quelques conseils pour ces jeunes-là pour leur dire l'université c'est bien, mais la formation professionnelle, je crois, c'est mieux. Aujourd'hui, en tout cas. Il y a beaucoup de pédagogie à faire en la matière. Okay. Énormément de pédagogie. Je ne sais pas si c'est une conscience ou une inconscience globale, en Guinée, les parents sont les premiers responsables de cet état de fait. Un parent, c'est celui qui va dire à son enfant, dès que vous avez eu le bac, allez à l'université. Il faut surtout aller à l'université. Moi, j'ai accompagné des milliers et des milliers d'entreprises en France, et laissez-moi vous dire que les plus nantis, les plus qui réussissent, ce sont ceux qui sont orientés tout de suite vers la formation professionnelle. On aimerait que vous accompagniez plus d'entreprises en Guinée, parce que vous avez encore... Voilà, je reviens. C'est clair. C'est l'expérience que je prends. Et vous avez dit tout à l'heure que vous êtes nationaliste. Ah oui, je l'assume. Je l'assume. Mon pays d'abord, avant tout. C'est extrêmement important et c'est pourquoi je reviens. Voilà. Du coup, elle le dit, mais on est en train de revenir. Et grâce au pouvoir public qui est en place et qui permet cela, qui montre qu'il y a la volonté de créer et d'ouvrir une Guinée nouvelle, un environnement propice. Nous tous, et j'ai beaucoup d'amis qui sont comme moi, nous revenons avec ce élan noble qui est lancé par les pouvoirs publics en place pour participer notamment au développement. Voilà. Mais là, pour le cas des jeunes. Du coup, il faut beaucoup de pédagogie déjà pour expliquer en amont aux parents que la réussite, ce n'est pas forcément l'université, c'est important. Voilà. J'ai accompagné un entrepreneur, je me souviens comme ça, qui avait 25 ans, qui avait une entreprise de poids lourd. Surtout que les universités d'aujourd'hui ont des filières de formation, on ne sait même pas à quoi s'attendre lorsqu'on vit. C'est ça. Quand on dit relations internationales, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez bien l'histoire des relations internationales? Non, David, quand tu dis ça, moi je vais être diplomate. Moi je me pose des questions là-dessus. C'est pas ce que je fais. Quand je sors de l'université, je fais quoi dans la vie pratique? Mais c'est ce que je vous disais, c'est parce que les entreprises ne viennent pas constamment et assez fréquemment visite dans les universités. Parce que quand une entreprise vient, elle a son cahier des charges, elle a ses besoins. Elle va pouvoir expliquer à l'étudiant, mais vous êtes en train de faire un diplôme d'archiviste, nous en soi on n'en a pas besoin. Peut-être que vous faites erreur, changez de fusil d'épaule, orientez-vous plus vers cette formation et on vous garantit qu'en sortant de cette formation, il y a un besoin qui est là et un besoin qui sera présent. Mais M. Keita, vous ne pensez pas que cette étape doit être juste après le baccalauréat? Parce qu'une fois que tu as choisi ta filière, est-ce que tu vas faire... Non, c'est un état, on ne choisit pas. Hier, le ministre le disait. On envoie les gens, il y a un étudiant qui a dit qu'on a envoyé à Dubreka et que lui, je ne souhaiterais pas aller à Dubreka. C'est en fonction des notes obtenues. Voilà, en fonction des notes obtenues, malheureusement. Non, mais au-delà, moi je dirais même que la sensibilisation, cette pédagogie doit démarrer avant. Parce qu'il y a tout un tas de conseils, des systèmes de conseils à mettre en place pour, au fil de l'eau, driver l'élève, puis l'étudiant vers la formation adéquate qu'il souhaiterait et qui est adaptée aux
réalités du marché. Parce que quand on attend en général que l'étudiant arrive à l'université, je pense qu'il est un peu trop tard en termes de choix. C'est clair. La réflexion doit être faite en amont. Alors, M. Keita, il y a quelques années de cela, le système LMD a été instauré en Guinée. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez été le fruit de ce système, est-ce qu'à l'heure actuelle, avec 3 années de formation dans les institutions d'enseignement supérieur, il y a forcément des étudiants qui sont sortis avec un niveau plus ou moins bas, il faut le dire, parce que nous, on reçoit franchement des stagiaires à la RTG ici. Il faut leur montrer d'abord, voilà. Comment écrire un paragraphe? La construction d'une phrase. Ça, c'est trop loin. La différence entre accent et Est-ce qu'à l'heure actuelle, avec le système LMD, on peut avoir des gens qualifiés et prêts vraiment à affronter le marché de l'emploi? Le mal est avant. Le mal est avant. Moi, j'ai eu mon bac en Guinée en 2007. Et le constat, il est amer. On l'observe tous au quotidien. Le niveau guinéen dans sa globalité. Non, ce n'est pas le système LMD. Ça coïncide avec le système éducatif guinéen en termes des niveaux, et je n'accuse personne en la matière, ça fait. Qu'est-ce qui fait cela? Je pense que les jeunes, vous dites A accent ou A simple. Voilà. Et ça donne à quoi? Aux réseaux sociaux, essentiellement. Ah oui. Lorsque moi, les réseaux sociaux, c'est récent. Oui, mais lorsque moi, je pense qu'il y a eu une continuité. Lorsque moi, j'étais enfant, qu'est-ce que je faisais? Je lisais des bouquins. Le Soleil des Indépendances, Camara Lai. Et du coup, par le biais de cette lecture, je m'abreuvais aussi des vocabulaires, d'orthographe. Aujourd'hui, un enfant qui est au collège, il est au lycée, qu'est-ce qu'il fait? C'est Snapchat, c'est Instagram, c'est autre chose. Voilà. Et ça vient de là. Et puis aussi, moi je reviens à la même chose. Vous dites, vous recevez des stagiaires à la RTG qui ne font même pas de différence entre A et A accent aigu. Est-ce que la RTG va aussi Est-ce que la RTG va aussi dans les instituts de formation fréquemment pour aller eux-mêmes identifier les bons profils et au-delà de ça, travailler des pairs. Ici, hein. Ah bah, le concours d'accès à la fonction publique, voilà, c'est ça. Voilà. Donc on a un peu ces soucis. Oui, salut. Est-ce qu'il y a la réaction des téléspectateurs? Les téléphones sont chargés? Les téléphones commencent à être chargés. Bizarrement. Il y a 2 téléspectateurs qui nous ont écrit ici. Il dit, le premier, c'est M. Mansare Mohamed Lamine. Est-ce possible de passer par l'ISEG et être en partenariat avec une entreprise? Et par quel plan? Bon, je ne sais pas si quelqu'un a la réponse ici. Je crois que c'est pour l'Institut supérieur de l'éducation. Exactement. Bon, je souhaite qu'il trouve sa réponse, mais je suis directeur général d'Africain Business School. Il est intéressé par le monde de l'entrepreneuriat, parce qu'il parle d'entreprise, alors il est destiné à être... Complètement, non, mais je l'encourage fortement à continuer dans ce sens. Moi, je suis pro-business. Bref, c'est ça. Je suis pro-business. L'entrepreneuriat, c'est ce qui nous permet de réussir et surtout d'avoir une certaine indépendance. Parce que quand vous êtes entrepreneur, vos horaires, vous les faites comme vous le souhaitez. Et au-delà de ça, vous impactez la vie des gens parce que vous employez des personnes qui font vivre derrière des familles. Donc, continuez. Monsieur Kourouma, c'est ça? Oui, c'est M. Mansare. Pardon. Maintenant, il y a M. Kamara qui s'adresse directement à vous. Il dit, bonsoir, moi c'est Moussa Kamara. J'aimerais savoir comment et quand peut-on accéder à cette école. Il parle de votre école. De votre école. Directive, coordonnées, contact. Il demande tout ça. Alors, quand? Maintenant? Maintenant. Comment? Maintenant, nous sommes sur le plateau. Comment? Dès après ce plateau, il peut aller... Dès après ce plateau, il peut se rendre à Kipé en quittant le centre émetteur en remontant vers Bambeto. C'est juste après le Carrefour Métal Guinée. Il verra la plaque Africain Business School. En suivant la plaque, il retrouvera à l'université. Peut-être sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux aussi. On a un compte Facebook, on a un compte... ça s'appelle comment? TikTok, Instagram, et puis il y a aussi le site internet African Business School en tapant sur Google. Il va nous retrouver et ça sera un plaisir de l'accueillir à nos locaux et de lui expliquer tout ce que nous faisons. D'accord, je ne sais pas, parce que hier on a reçu le ministre ici, il a dit qu'aucun étudiant, personne n'est admis dans une institution de formation supérieure s'il n'a pas le baccalauréat. Est-ce qu'à l'école, dans votre institution, on est extrêmement vigilant par rapport à cet état de fait. Et le ministre, le bac. Il faut avoir le bac, c'est une école
école de commerce et de management, ce qu'on prône, c'est l'excellence. L'excellence en ce sens qu'il faut aller chercher la crème de la crème. À cette crème de la crème, il faut associer les moyens et les moins bons pour qu'on fasse un mixage qui fasse relever le niveau. Mais le minimum basique, c'est d'obtenir le baccalauréat. D'autant plus que nos partenaires internationaux qui délivrent le double diplôme au sein de cette école-là, même en faisant l'intégralité de son parcours en Guinée, ils sont très exigeants, ils sont très regardants. Et l'ensemble des examens, d'ailleurs, sont supervisés par nos partenaires qui viennent. Le cours après ça, c'est en aparté. Monsieur Keita, la crème de la crème, mais il y a aussi des gens comme nous, ici sur ce plateau, qui souhaiteraient se recycler. Est-ce que vous mettez une barrière? Très bonne question. Non, il n'y a pas de barrière en soi et j'allais en venir. On a créé concomitamment. Idrissa Seck quitter le micro. Je n'ai pas dit ça. Non, l'accueillir à cœur joie, ça serait un grand plaisir. Ça serait un grand plaisir. Non, concomitamment African Business School, qui fait les formations initiales dans plusieurs domaines. On a pensé à créer, mon collègue Sekoumar Sissé n'est pas là, il pilote cela, Africaïm Executive Academy. Qui, elle, va s'occuper de la formation exécutive des professionnels qui sont déjà en poste, qui ont obtenu des diplômes, des licences des années en arrière et qui souhaiteraient remettre leur formation et connaissances au goût du jour. Voilà, sur le format rapide Executive Master en 1 an, avec des présences d'une fois par semaine, en hybride, online et en physique. Vous avez de la place là-bas encore? On a de la place. Monsieur Keita, la rubrique, ça se dit. Ok, ça se dit rapidement. Quel sera votre impact dans 10 ans? C'est-à-dire, quel sera votre impact sur le monde professionnel guinéen? Alors, moi, je le souhaite ardemment. L'impact premier majeur que je souhaiterais, c'est de participer à la création d'une certaine élite en Guinée, qui est complètement en phase avec les standards internationaux. Aujourd'hui, c'est ce que je vous disais, j'ai étudié à Kinder jusqu'en terminale. Je travaille en France où j'ai géré des milliers de personnes en tant que directeur. Et ce que je souhaiterais pour le Guinéen demain, c'est qu'il y ait des milliers de Guinéens, où qu'ils soient, qui aient le pouvoir nécessaire pour impacter leur société. Et qui viennent impacter leur nation et participer au développement de leur pays. Voilà donc ce qu'on pouvait dire avec un autre invité, l'inadéquation entre la formation en Guinée et les besoins du marché de l'emploi, début des solutions, cause, on en a parlé dans ce numéro. Dans un instant, la rubrique « Ça se dit ». Ça se dit. L'invité à votre écoute. Les téléspectateurs de Grand Angle ont la parole. Les chroniqueurs relaient vos questions et les posent à l'invité sans filtre. Parcours, vie personnelle, domaine d'intervention, rien n'est tabou. De retour donc sur ce plateau au compte de la rubrique Ça se dit. Alors, M. Keita, on a une rubrique dans cette émission, Ça se dit. On vous rapporte les propos des téléspectateurs. Et après, on vous laissera le temps de réagir, mais vous n'avez pas suffisamment de temps en 30 secondes pour ajuster ce qu'ils pensent. Si ce n'est pas exact, si c'est exact, vous approuvez. Et si vous n'avez pas de réponse aussi, on peut passer. Entendu. Très bien. On peut commencer. Commençons. Idrissa, ça se dit que. Exceptionnellement, je laisse mon Ça se dit aux téléspectateurs. Aux téléspectateurs, alors, si on va leur laisser, il y a un qui dit Africa Business School, c'est une école que j'ai longtemps souhaité depuis longtemps encore, la tautologie c'est pas interdit, parce que j'étais pas à l'aise quand on me disait l'année prochaine pour passer d'une classe à une autre. Bon, les messages se bousculent. On va ordonner tout ça là. Oui. Et là, c'est pas ça se dit. Sinon, il y a un qui dit bonsoir, moi c'est lieutenant Mamba Noir, je vais inscrire ma petite sœur dans votre école. Elle a son bac. Je voudrais avoir l'adresse. C'est un Mamba Noir. Bon, ce sont des questions. Il faudrait c'est intéressant ce qu'il dit, parce que ce qu'il souhaiterait, c'est qu'on explique les programmes pour les bacheliers qui sont proposés d'entrée de jeu à l'école. On peut revenir dessus rapidement si vous le souhaitez. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, on a 3 bachelors. Il y a un bachelor qui correspond au niveau licence banque assurance, formation hybride, première année à African Business School, deuxième année African Business School, troisième année chez le partenaire ESUP à Paris à la Défense. Il y a le bachelor
comptabilité gestion sur le même format. Et puis surtout, il y a le bachelor programme grande école. Ce que nous faisons, c'est que l'étudiant puisse faire ces 3 années chez nous. Et un master, on l'oriente vers l'une des 42 grandes écoles de management en France. Voilà de manière très ramassée. Ça se dit que pour ce démarrage, il sera extrêmement difficile, je ne le souhaite pas pour vous, mais c'est ce qui s'est dit pour vous parce que vous n'avez pas de connexion pour le moment avec le monde professionnel. C'est-à-dire que vous n'êtes pas connecté aux entreprises locales, vous venez de vous installer. Tout projet entrepreneurial, et en l'occurrence en un, est difficile. Ce n'est pas parce qu'il y a des freins qu'il ne faut pas pousser. Voilà. Appuyer sur l'accélérateur pour pouvoir avancer. Ce sur quoi je peux rassurer les différents auditeurs, nous sommes des acteurs du monde professionnel. Je l'ai vécu et pratiqué ailleurs. La Guinée, c'est mon pays. Du coup, il y a cette facilité, quelque part, qui est créée par le fait que je viens d'ici. Et j'ai aucun mal. À l'inauguration au NUM, c'était mercredi 15 octobre, toutes les entreprises quasiment qu'on avait invitées étaient présentes. Certaines d'entre elles ont commencé déjà à venir vers nous pour élaborer ce dont je vous parlais sur ce plateau. Donc, dans ce sens-là, ça va très rapidement se développer, nonobstant les difficultés qui seront posées. Alors, Marie, vous attendez votre famille. Ça se dit que... Oui, ça se dit que, M. Keita, que pendant la mise en place de votre institution, vous avez rencontré assez de difficultés parce qu'il y a des gens qui auraient demandé quelque chose au département pour faciliter un peu les choses. Non, un pot de vin, du tout. Alors, moi, là-dessus, parce que j'ai connu la génération, ce n'est pas une critique, Lansana Conté, Alpha Condé, et je vous disais tout à l'heure que si on revient, c'est parce qu'on constate aussi qu'il y a beaucoup d'ouverture, beaucoup d'envie, beaucoup de volonté. L'environnement des affaires est propice. Lorsque j'ai été présent avec mes partenaires français le premier jour au ministère, c'est ici le lieu de remercier le conseiller du ministère de l'Éducation Abdoulaye qui est à mon frère, M. Mohamed Senkoun Kamara, qui est le directeur chargé de l'enseignement technique privé, Dr Doumbouya, le directeur général de l'enseignement, ainsi que le ministre, ils nous ont tous accompagnés. Ils nous ont tous accompagnés et pas un dessous de table. C'est parti. Marie-Angélique, merci beaucoup. Alors, ça se dit qu'à travers toute cette procédure que vous avez étalée ici, on sent que c'est une école de... C'est-à-dire, si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas y aller. Ça se dit que ça doit être cher. Alors, cher, tout dépend. Vous savez, le prix, c'est relatif. Déjà, moi, ce que je voudrais signifier ici sur le plateau, c'est que je souhaite, par le biais de cette école-là, lutter fortement contre le déterminisme social. Il ne faudrait pas que ça soit une école des riches. Je ne voudrais pas que, parce qu'on est pauvre, et enfin pauvre, c'est un mot un peu exagéré, on manque des moyens suffisants, que l'enfant ne puisse pas faire l'école. Moi, personnellement, je vais offrir 10 bourses d'excellence sur la base d'un concours qui sera organisé pour le programme Grande École. Si ma mémoire est bonne, c'est le 3 novembre et on va communiquer sur ce concours-là. 10 bourses d'excellence pour qui? 10 bourses d'excellence pour les étudiants. Les 10 premiers qui viendront. Alors, et puis, on va solliciter d'autres entreprises, d'autres personnes ressources sur place pour accorder aussi des bourses d'excellence pour ne pas que le critère social soit un critère déterminant pour faire se sont réveillés. Malheureusement, il y a beaucoup de messages. On va prendre un seul. Le message de M. Abdoulaye Kamara depuis Kamsar. Il dit que comptez-vous faire pour ceux qui sont à l'intérieur du pays? Qu'ils viennent. Ah bon? On est présent ici à Conakry. Ils viennent vers vous, il y a la formation en ligne aussi. Alors, pour la partie... La maison, ça coûte cher. Non, c'est vrai en plus. Pour la partie exécutive, on a la formation hybride online sur site et en live. Mais pour la formation initiale, vu que c'est les bacheliers qui sortent, on va donner la priorité à la formation sur site. En tout cas, pour les travailleurs, le online serait bien. Celui qui est à Kamsar, je l'écoute, ça me touche qu'il s'intéresse déjà au projet. On souhaiterait développer l'école à Kamsar, mais pour l'instant, c'est à Conakry à Kipé. C'est fait sur la base exclusive des moyens privés. On fait avec ce qu'on a et on est pour l'instant à Kipé. Mais si il a un parent à Conakry et qu'il puisse le loger, l'accueillir et qu'il souhaite faire ses études à Africaïm, Business School, ça serait avec grand plaisir. Ce sont les étudiants des sciences exactes qui sont... Pas forcément. Ça, c'est un mythe aussi qu'il faut quelque part essayer de détruire en Guinée. Exactement. C'est pas parce qu'on a un bac sciences sociales, sciences instrumentales ou sciences mathématiques qu'on ne peut pas faire une grande école de management. Moi, je me suis retrouvé en classe avec des gens qui avaient de bac sciences sociales et qui, par après, étaient des directeurs de structures financières. Donc, ça ne détermine pas forcément notre
C'est là qu'en Guinée, on dit si tu n'as pas fait Sciences Maths, tu vas pas aller loin. Voilà. Il faut qu'on enlève tout ça. Voilà, ça n'a fini pour ce numéro de Grand Angle. On a parlé de cette thématique, l'inadéquation entre la formation dans les institutions d'enseignement supérieur et le besoin du marché de l'emploi. Notre invité, M. Mohamed Okondeto Keïta, expert et spécialiste reconnu des questions d'éducation. Merci à vous quatre d'être venus sur ce plateau. Merci. Vos commentaires. Merci à Al-Khali Mohamed Keïta et à toute son équipe mobilisée aujourd'hui encore pour nous aider dans la production de ce numéro. Vous nous suivez à l'étranger. Restez en compagnie des programmes de la télévision nationale. Visitez-nous. La Guinée est un scandale géologique, mais aussi et surtout un scandale socio-culturel. Portez-vous bien. Ciao. Merci. Bonne soirée à tous. Merci.